L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 12. Le Collège des 4 Nations. Enseignez-vous le grec et le latin à de pauvres enfants qu'on faisait de mon temps mourir d'ennui? Consacrez-vous 10 années de leur vie, les plus belles, les plus précieuses, à leur donner une teinture superficielle de 2 langues mortes qu'ils ne parleront jamais? Nous savons mieux employer le temps. La langue grecque est très vénérable, sans doute, par son antiquité, mais nous avons Homère, Platon, Sophocle parfaitement traduits, quoiqu'il ait été dit par des pédants insignes qu'on ne pourrait jamais atteindre à leur beauté. Quant à la langue latine qui, plus moderne, ne doit pas être si belle, elle est morte de sa belle mort. Comment? La langue française a prévalu de toutes parts. On a fait d'abord des traductions si achevées qu'elles ont presque dispensé de recourir aux sources. Ensuite on a composé des ouvrages dignes d'effacer ceux des anciens. Ces nouveaux poèmes sont incomparablement plus utiles, plus intéressants pour nous, plus relatifs à nos mœurs, à notre gouvernement, à nos progrès dans nos connaissances physiques et politiques, au but moral, enfin, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Les 2 langues antiques dont nous parlions tout à l'heure, ne sont plus que celles de quelques savants. On lit Tite-Live à peu près comme l'Alcoran. Mais cependant ce collège que j'aperçois, porte encore sur son frontispice écrit en gros caractères, École des 4 Nations? Nous avons conservé ce monument et même son nom, mais pour le mettre mieux à profit. Il y a 4 différentes classes dans ce collège, où l'on enseigne l'italien, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Enrichis des trésors de ces langues vivantes, nous n'envions rien aux anciens. Cette dernière nation qui portait en elle-même un germe de grandeur que rien n'avait pu détruire, s'est tout à coup éclairée par un découp puissant qu'on ne pouvait attendre ni prévoir. La révolution a été rapide et heureuse, parce que la lumière a d'abord occupé la tête, tandis que dans les autres États celle-ci a presque toujours été plongée dans l'ombre. La sottise et le pédantisme sont bannis de ce collège, où les étrangers sont appelés pour faciliter la prononciation des langues qu'on y enseigne. On y traduit les meilleurs auteurs. De cette correspondance mutuelle jaillit une masse de lumière. Un autre avantage s'y rencontre, c'est que le commerce de la pensée s'étendant davantage, les haines nationales s'éteignent insensiblement. Les peuples ont vu que quelques coutumes particulières ne détruisaient pas cette raison universelle qui parle d'un bout du monde à l'autre, et qu'ils pensaient à peu près la même chose sur les mêmes objets qui avaient allumé des disputes si longues et si vives. Mais que fait l'université, cette fille aînée des rois? C'est une princesse délaissée. Cette vieille fille, après avoir reçu les derniers soupirs d'une langue fastidieuse, dénaturée, voulait encore la faire passer pour neuve, fraîche et ravissante. Elle volait des périodes, estropiait des hémistiches, et dans un jargon barbare et maussade prétendait ressusciter la langue du siècle d'Auguste. Enfin l'on s'aperçut qu'elle n'avait plus qu'un filet de voix aigre et discordant, et qu'elle faisait bâiller la cour, la ville et surtout ses disciples. Il lui fut ordonné par arrêt de l'Académie française de comparaître devant son tribunal, pour rendre compte du bien qu'elle avait fait depuis 4 siècles, pendant lesquels on l'avait alimentée, honorée et pensionnée. Elle voulait plaider sa cause dans son risible idiome que sûrement les latins n'auraient jamais pu comprendre. Pour le français, elle n'en savait pas un mot, elle n'osa pas se hasarder devant ses juges. L'Académie eut pitié de son embarras. Il lui fut ordonné charitablement de se taire. On eut ensuite l'humanité de lui apprendre à parler la langue de la nation, et depuis ce temps, dépouillée de son antique coiffure, de sa morgue et de sa férule, elle ne s'applique plus qu'à enseigner avec soin et facilité cette belle langue que perfectionne tous les jours l'Académie française. Celle-ci, moins timide, moins scrupuleuse, la châtie, sans toutefois l'énerver. Et l'école militaire, qu'est-elle devenue?
Elle a suivi le destin des autres collèges, elle en réunissait tous les abus, sans compter les abus privilégiés qui tenaient à son institution particulière. On ne fait pas des hommes comme on fait des soldats. Pardon si j'abuse de votre complaisance, mais ce point est trop important pour que je l'abandonne. On ne parlait dans ma jeunesse que d'éducation. Chaque pédant faisait son livre, heureux encore tant qu'il n'était qu'ennuyeux. Le meilleur de tous, le plus simple, le plus raisonnable et en même temps le plus profond, avait été brûlé par la main d'un bourreau, et décrié par des gens qui ne l'entendaient pas plus que le valet de cet exécuteur. Enseignez-moi, de grâce, la marche que vous avez suivie pour former des hommes? Les hommes sont plutôt formés par la sage tendresse de notre gouvernement que par toute autre institution, mais pour ne parler ici que de la culture de l'esprit, en familiarisant les enfants avec les lettres, nous les familiarisons avec les opérations de l'algèbre. Cet art est simple et d'une utilité générale, il n'en coûte pas plus le savoir que d'apprendre à lire, l'ombre même des difficultés a disparu, les caractères algébriques ne passent plus chez le vulgaire pour des caractères magiques. Nous avons remarqué que cette science accoutumait l'esprit à voir les choses rigoureusement telles qu'elles sont, et que cette justesse est précieuse, appliquée aux arts. On apprenait aux enfants une infinité de connaissances qui ne servent de rien au bonheur de la vie. Nous n'avons choisi que ce qui pouvait leur donner des idées vraies et réfléchies. On leur enseignait à tous indistinctement deux langues mortes, qui semblaient renfermer la science universelle, et qui ne pouvaient leur donner la moindre idée des hommes avec lesquels ils devaient vivre. Nous nous contentons de leur enseigner la langue nationale, et nous leur permettons même de la modifier d'après leur génie, parce que nous ne voulons pas des grammairiens, mais des hommes éloquents. Le style est l'homme, et l'âme forte doit avoir un idiome qui lui soit propre et bien différent de la nomenclature, la seule ressource de ces esprits faibles qui n'ont qu'une triste mémoire. On leur enseigne peu d'histoire, parce que l'histoire est la honte de l'humanité, et que chaque page est un tissu de crimes et de folie. À Dieu ne plaise que nous leur mettions sous les yeux ces exemples de brigandage et d'ambition. Le pédantisme de l'histoire a pu ériger les rois en dieux. Nous enseignons à nos enfants une logique plus sûre et des idées plus saines. Ces froids chronologistes, ces nomenclateurs de tous les siècles, tous ces écrivains romanesques ou corrompus, qui ont pâli les premiers devant leur idole, sont éteints avec les panégyristes des princes de la terre. Quoi? Le temps est court et rapide, et nous emploierions le loisir de nos enfants à arranger dans leur mémoire des noms, des dates, des faits innombrables, des arbres généalogiques? Quelle futilité misérable, lorsqu'on a devant les yeux le vaste champ de la morale et de la physique. En vain dira-t-on que l'histoire fournit des exemples qui peuvent instruire les siècles suivants, exemples pernicieux et pervers, qui ne servent qu'à enseigner le despotisme, à le rendre plus fier, plus terrible. En montrant les humains toujours soumis comme un troupeau d'esclaves, et les efforts impuissants de la liberté expirant sous les coups que lui ont portés quelques hommes qui fondaient sur l'ancienne tyrannie les droits d'une tyrannie nouvelle. S'il fut un homme estimable, vertueux, il a été le contemporain des monstres, il a été étouffé par eux, et ce tableau de la vertu foulée aux pieds, n'est que trop vrai, sans doute, mais il est tout aussi dangereux à présenter. Il n'appartient qu'à un homme fait, de contempler ce tableau sans pâlir, et d'en ressentir même une joie secrète, en voyant le triomphe passager du crime, et le sort éternel qui doit appartenir à la vertu. Mais pour les enfants, il faut éloigner ce tableau, il faut qu'ils contractent une habitude heureuse avec les notions d'ordre et d'équité, et en composer, pour ainsi dire, la substance de leur âme. Ce n'est point cette morale oisive qui consiste en questions frivoles, que nous leur enseignons, c'est une morale pratique qui s'applique à chacune de leurs actions, qui parle par image, qui forme leur cœur à la douceur, au courage, au sacrifice de l'amour-propre, ou pour dire tout, en un mot, à la générosité. Nous avons assez de mépris pour la métaphysique, cet espace ténébreux où chacun édifiait un système chimérique est toujours inutile.
C'est là qu'on allait puiser des images imparfaites de la divinité, qu'on défigurait son essence à force de subtiliser sur ses attributs, et qu'on étourdissait la raison humaine en lui offrant un point glissant et mobile, d'où elle était toujours prête à tomber dans le doute. C'est à l'aide de la physique, cette clé de la nature, cette science vivante et palpable, que parcourant le dédale de cet ensemble merveilleux, nous leur apprenons à sentir l'intelligence et la sagesse du Créateur. Cette science bien approfondie les délivre d'une infinité d'erreurs, et la masse informe des préjugés cède à la lumière pure qu'elle répand sur tous les objets. À un certain âge nous permettons à un jeune homme de lire les poètes. Les nôtres ont su allier la sagesse à l'enthousiasme. Ce ne sont point de ces hommes qui imposent à la raison par la cadence et l'harmonie des paroles, qui se trouvent conduits, comme malgré eux, dans le faux et dans le bizarre, ou qui s'amusent à parer des nains, à faire tourner des moulinets, à agiter le grelot et la marotte, ils sont les chantres des grandes actions qui illustrent l'humanité. Leurs héros sont choisis partout où se rencontrent le courage et la vertu. Cette trompette vénale et mensongère, qui flattait orgueilleusement les colosses de la terre, est à jamais brisée. La poésie n'a conservé que cette trompette véridique qui doit retentir dans l'étendue des siècles, parce qu'elle annonce, pour ainsi dire, la voix de la postérité. Formés sur de tels modèles, nos enfants reçoivent des idées justes de la véritable grandeur, et le râteau, la navette, le marteau, sont devenus des objets plus brillants que le sceptre, le diadème, le manteau royal, etc. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.